bonjour à tous. Je ne sais pas si vous percevez mon angoisse. Elle est réelle. Première question. Que pensez-vous de cette citation ? La plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la surestimation extravagante du connu par rapport à ce qui reste à connaître. André Breton. Eh bien, je ne serais pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un entremêlement aujourd'hui trop grand entre la notion de connaissance et celle de croyance. Et qu'il y a des choses que nous savons, et puis il y a des choses dont nous savons que nous ne les savons pas. Enfin, il y a des questions qui se posent dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et donc l'ignorance, pour moi, c'est pas l'affaire des ignares, parce que les ignares ignorent qu'ils ignorent. L'ignorance, c'est l'affaire des savants. Car les savants, ils savent ce qu'on sait, et sachant ce que nous savons, peuvent dire ce que nous ne savons pas. Et donc, je suis pas d'accord. Avec quel écrivain ou scientifique décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Einstein. Évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait de la fiction, puisque avec un dessinateur qui s'appelle Christian Durieux, je suis en train d'écrire une bande dessinée dans laquelle on imagine qu'Einstein, qui est mort en 1955, revient dans notre présent par le biais d'un trou de verre dans l'espace-temps, et il sait pas ce qui s'est passé entre sa mort et aujourd'hui, et je le pilote en différents endroits pour lui montrer notre présent, et en observant les réactions qu'il pourrait avoir ici ou là, à Hiroshima par exemple, à Berne, à Zurich, où il a étudié. Donc il y a beaucoup de voyages en question qui se font en Suisse. À Aarau, il a étudié en classe de terminale. À Mettstetten, qui est un petit village au-dessus du lac de Zurich, où il passait ses vacances lorsqu'il était expert au bureau de la propriété intellectuelle de Berne, entre 1901 et 1909. Et donc Einstein, ça me semble évident. Et puis si on avait droit à un second choix, ce serait Ettore Majorana, qui est un physicien sicilien qui a disparu en 1938, auquel j'ai consacré un livre en enquêtant sur son travail, mais aussi sur sa disparition qui reste mystérieuse. Et si je choisis les deux, c'est parce que il me semble, et je peux me tromper, que si Einstein rentrait dans cette pièce, par exemple, on pourrait deviner comment il se comporterait, sa façon de marcher, peut-être même sa façon de parler, parce qu'il y a des enregistrements, et puis il y a quand même beaucoup d'images de lui, beaucoup de témoignages qui permettent de connaître son attitude générale, même si on l'a jamais rencontré. Alors que Ettore Majorana, qui a disparu à l'âge de 31 ans, il y a beaucoup de témoignages évidemment, mais je serais incapable de vous dire comment il se comporterait, comment il parlait, comment il marchait dans la rue, comment il était en relation avec ses amis, parce que c'est vraiment quelqu'un de très mystérieux. Donc mon vœu, c'est que toutes les questions qui vont suivre soient aussi faciles que celle-là. Que pensez-vous de cette citation ? Toute science commence comme philosophie et se termine en art. C'est une citation de Will Durant, D-U-R-A-N-T. Moi, je dirais pas qu'elle commence comme philosophie, c'est-à-dire qu'en effet, on peut raconter l'histoire des sciences comme étant une très lente évolution partant de questions relatives à la philosophie naturelle, comme on disait à l'époque, et puis la science va finir par s'autonomiser par rapport à la philosophie, ce qui n'empêche pas que certains de ces résultats ont des conséquences philosophiques. Par exemple, les découvertes des physiciens sur le temps, si on les prend au sérieux, modifient la façon de répondre philosophiquement aux questions philosophiques sur le temps. Et donc je suis d'accord pour dire que la science commence comme philosophie, mais elle s'en émancipe. Et de là à dire qu'elle se termine en art,
Oui, puisque la science peut engendrer de l'art. Il y a des artistes qui s'inspirent de la science, mais ça ne veut pas dire que la science soit de l'art, quoi. En tout cas, se confondent avec l'art. Donc je suis d'accord avec la moitié de la citation, ce qui fait un taux de 50%. C'est pas mal. Facile. Est-ce que parler en même temps d'Albert Einstein et des Rolling Stones peut provoquer un court-circuit? Bah, évidemment. Dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle Einstein des Stones. Et en fait, c'est le seul chapitre... Parce que l'idée du livre, c'était de prendre des notions qu'on n'a pas l'habitude d'associer, des verbes, des concepts, de les rapprocher pour voir ce que ça fait. En général, ça fait rien. Et quand ça fait rien, bah, il n'y a rien à dire. Et parfois, ça fait des courts-circuits, des étincelles, et ça fait un chapitre. Mais là, pour le coup, le chapitre consacré à Albert Einstein et Rolling Stones est un chapitre que j'ai décidé d'écrire à l'avance, sans même savoir si ça ferait des courts-circuits. Et donc tout le jeu ensuite, c'était de trouver des courts-circuits, ou de les provoquer. Et ça s'est révélé beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé, puisqu'il y a un premier court-circuit qui est dans le nom. Einstein, en allemand, ça veut dire une pierre. Stones, en anglais, ça veut dire des pierres. Donc il y a un premier court-circuit qui est les noms. On passe du singulier au pluriel. Ensuite, comme vous le savez, parce que la photo est devenue très célèbre, Einstein, le jour de ses 71 ans, sortant d'un restaurant de Princeton où il avait fêté son anniversaire, il a vu qu'il y avait toutes sortes de photographes, de paparazzi, comme on dirait aujourd'hui, qui l'attendaient et qui voulaient absolument le voir sourire. Et Einstein, il détestait les injonctions, notamment de la part des photographes. Et donc, pour montrer son agacement, il a tiré la langue. Et la photo est devenue, évidemment, plus célèbre que E égale MC2. Il l'a d'ailleurs utilisée pour sa carte de vœux, en 52, 53, 54. Après, non, parce qu'il est mort. Mais... Et les Stones, en 71, quand ils ont commencé leur première grande tournée européenne, voulaient un logo. Et donc, ils ont demandé au directeur de la Royal School of Art de Londres, de trouver un étudiant pour faire un logo des Stones. Et cet étudiant qui s'appelle John Pash a été reçu par Mick Jagger. Et dans le bureau de Mick Jagger, il y avait un dessin, je pense, qui représentait la déesse Kali, une déesse hindoue qui tire la langue. C'est une langue rouge. Et sans doute que ça a inspiré John Pash, qui a choisi la langue. Je ne sais pas si l'image d'Einstein l'a inspiré ou non, mais il a fait une langue très très arrondie, alors que celle d'Einstein est très pointue. Donc, mais en tout cas, il y a un court-circuit. Et puis il y a un autre court-circuit qui est beaucoup plus intéressant, qui est que Einstein, quand il a quitté l'Europe, quand il a décidé de quitter l'Europe en 1933, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir et quand il a compris que il pourrait jamais retourner à Berlin, les nazis avaient investi son appartement pour y trouver des armes. Il était accusé de terrorisme, Einstein. Et ils cherchaient des armes chez Einstein. Ils en ont trouvé une. C'était un couteau à pain. Donc ils ont brûlé ses livres, etc. Et Einstein a compris qu'il pourrait jamais retourner en Allemagne. Il a séjourné pendant quelques mois en Belgique, dans un petit village au bord de la mer Noire, de la mer du Nord, qui s'appelle Coq-sur-Mer. Et en octobre, il a décidé de partir à Princeton. Et en fait, je crois qu'il a décidé de ne plus jamais revenir en Europe. Mais sur le chemin, il s'est arrêté à Londres. Et il a donné une dernière conférence en Europe, dans une grande salle londonienne qui s'appelle le Royal Albert Hall, qui est juste à côté de Hyde Park, qui est une salle circulaire. Et là, il a donné une conférence dont on a le texte, on a même quelques enregistrements audio. Et il a donné cette conférence devant 10 000 personnes. La plupart étaient des réfugiés. Et il a fait une conférence absolument magnifique dans laquelle il fait l'éloge de la liberté, en disant par exemple sans liberté, il n'y aurait pas eu Pasteur, il n'y aurait pas eu Beethoven, il n'y aurait pas eu Bach, etc. Et donc la science et l'art dans son esprit étaient liés qu'à la liberté.
Et ensuite, il est parti en bateau aux États-Unis sans plus jamais quitter les États-Unis jusqu'à sa mort. Et j'ai appris, en enquêtant un peu, que les Rolling Stones ont donné l'un de leurs premiers concerts londoniens en octobre 63, donc exactement 30 ans après, dans la même salle. Et j'ai pu enquêter là-bas, on m'a même dans les archives montré l'affiche. Donc on les voit tous, là les 4 de l'époque, 5 même, il y avait Brian Jones, ils avaient 19 ans d'âge moyen, très peu connus, mais quand même ils ont rempli la salle. Il n'y a pas de photos, ils ont rejoué quelques années plus tard, et là on a des photos, mais pour ce premier concert il n'y a pas de photos. Et on voit leur présentation, c'est intéressant, Keith Richards qui a 19 ans, il est présenté comme guitariste, rêvant d'avoir une péniche sur la Tamise. Et enfin, si on veut continuer, on peut trouver d'autres courts-circuits par le fait, par exemple, que Einstein, quand il a perçu en 1930-35 que la physique quantique, si on la prend au sérieux, permet de prédire ce qu'on appelle la non-séparabilité, une sorte d'intrication entre particules à distance, lui, il rejetait cette idée, qui a été démontrée expérimentalement bien après. C'est le prix Nobel d'Alain Aspect, un Français, et un Suisse aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a eu le prix Nobel en même temps pour la démonstration de l'intrication quantique. Or, les Stones, pour moi, c'est une incarnation visible de l'intrication quantique. C'est-à-dire que le tout qu'ils forment est plus que la somme de ses parties. Les Rolling Stones, c'est un groupe. Et si vous prenez l'un quelconque des membres du groupe, par exemple Mick Jagger ou Keith Richards, quand vous le voyez, vous pensez aux Stones. Vous ne le voyez pas comme individualité. Donc chacun des membres est intriqué aux autres membres de telle sorte que le groupe apparaît comme une entité plus fondamentale que les membres individuels qui le constituent. Et ça, c'est quantique. Voilà. Ça fait 4 courts-circuits, on s'arrête là. Mais on pourrait continuer. Alors là, si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Ah. Ben, en premier, ça sous-entend que je vais sauver qu'une chose, non? Hein? Oui. Ouais. Eh ben, je suis embarrassé parce que... la réponse que je fais aujourd'hui, mais elle serait peut-être différente à d'autres moments, c'est que il se trouve que mon père est mort il y a quelques mois, et la semaine dernière, on a vidé sa maison qui va être vendue, et j'ai récupéré 2 tableaux qui avaient été peints par ma grand-mère, c'est-à-dire sa mère, des tableaux assez beaux d'un point de vue simplement artistique. Et comme ils sont tout nouvellement arrivés chez moi, c'est peut-être eux que je sauverai en premier. Et une fois que je l'aurai fait, sans doute que je regretterai de ne pas avoir sauvé d'autre chose. Par exemple, mon ordinateur. Parce que si je dois réécrire tout ce qui est dans mon ordinateur qui n'a pas encore été utilisé, je vais souffrir. Alors, quelle qualité préférez-vous chez l'homme? Et l'homme est écrit avec une majuscule. Vous voyez que j'hésite parce que une qualité toute seule, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'on apprécie chez quelqu'un, c'est une association de qualités. Par exemple, on dirait j'aime la sincérité. Bon, c'est bien, mais si la personne qui est sincère est en même temps stupide, voilà. Donc, je peux peut-être dire les qualités que j'aime pas. Donc les défauts. C'est les gens qui sont quand même très investis dans le moi-je. Voilà. Et je trouve que le roman, par exemple, le roman français en ce moment est un peu trop moi-je. Il y a une trop grande place à la subjectivité, comme si elle était révélatrice d'une vérité profonde. J'en parlais avec vous, madame, d'ailleurs, hier, et on était d'accord sur ce point. Le moi-je, voilà, voilà. Donc je mettrais, si je dois répondre, et je crois que je suis obligé, je dirais la modestie.
tout en me souvenant de cette phrase autoréférente que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui dit « Je suis modeste et j'en suis fier ». Quel est pour vous le pire des défauts? Ça va, j'ai répondu. Hein. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? En fait, il faut distinguer deux possibilités. La première, c'est est-ce qu'on emporte un livre qu'on a déjà lu pour le relire, ou est-ce qu'on emporte un livre qu'on n'a jamais lu? Auquel cas, si on le lit, il rentrera dans la première catégorie, puisque ça sera un livre qu'on a déjà lu. D'accord? Donc si on emporte un livre qu'on n'a pas lu, il y a le risque, si on le lit, qu'il ne nous plaise pas. Et comme on sera obligé de le relire, ça va être horrible. Donc, il faut emporter un livre qu'on a déjà lu et qu'on a aimé, et qu'on relira en se faisant croire qu'on ne l'a jamais lu. Pour avoir l'impression de découvrir à chaque fois. Et ben, je dirais... et donc c'est un peu arbitraire, hein, mais je dirais La Force majeure, qui est un livre de Clément Rosset, un philosophe qui est mort il y a quelques années, qui a développé de livre en livre toujours la même idée, à savoir que le réel est idiot. Le réel, il est ce qu'il est. Il n'y a rien à en dire d'autre que le fait qu'il est. Et toutes nos tentatives par la science, l'art, la métaphysique, de le dédoubler par autre chose que lui-même, sont des tentatives qui sont vaines. On est toujours ramené au réel. Et il développe, à partir de ce constat tragique, l'idée que la joie qui consiste à être conscient du fait qu'on existe, c'est ça la force majeure. La vraie force, c'est d'être joyeux, alors même qu'on a conscience que le monde est tragique. Alors que d'habitude, la joie, elle est toujours pensée comme étant ce qui résulte de conditions favorables. Tout se passe bien, il y a des événements qui nous font plaisir, et donc on est joyeux parce qu'on a des raisons d'être joyeux. Or lui dit, non, tout être joyeux est un être déraisonnant. C'est-à-dire il n'est pas capable de dire pourquoi il est joyeux, si ce n'est qu'il est joyeux d'exister. C'est la joie d'exister. Et je pense que si on est tout seul sur une île déserte... ça peut servir, voilà. Et ça peut servir plusieurs fois. C'est-à-dire que l'idée de le relire... C'est-à-dire tous les matins, c'est vraiment une galère, mais je ne vais peut-être pas m'en sortir. D'ailleurs, j'ai très faim, mais c'est la joie. Cela dit, pourquoi je choisis ce livre? Parce que, en fait, moi je l'ai lu dans un avion qui me ramenait de très loin. C'était un voyage de plusieurs heures, de la Guadeloupe. Et je l'ai lu dans l'avion, et mon fils aîné, qui à l'époque avait 7 ans, dormait sur mes genoux, dans l'avion. Et moi, j'ai lu le livre en le posant sur sa tête. Et à l'arrivée, enfin une heure à peu près avant d'atterrir à Paris, on a été pris dans des turbulences très très impressionnantes. Et on voyait beaucoup de gens autour de nous dans l'avion qui commençaient à paniquer, quoi. On voyait des chapelets qui sortaient. Moi-même, j'ai eu peur. Et puis tout se passe bien, on atterrit. Et là, mon fils me dit cette phrase incroyable. Il me dit, parce qu'il était tout heureux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis très content. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'on est vivant. Qui est exactement le message du livre. Donc j'ai eu l'impression que le livre, il avait percolé il avait diffusé dans son cerveau, et sans l'avoir lu, il l'avait compris, quoi. Cela dit, je vous le recommande, hein. La force majeure. Si vous n'avez pas le moral. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Vous avez pensé que je suis démagogue, voire populiste. Mais je vais dire suisse. La Suisse. Il y a une douceur en Suisse. Enfin, en Suisse,
tout se passe bien. Mais c'est vrai. J'ai entendu, mais si, c'est vrai, il y a une douceur, il y a beaucoup d'organisations, mais une organisation qui est parfaite est une organisation qu'on voit pas. Donc ici, par exemple, depuis 2 jours, j'ai l'impression d'être au paradis, quoi. C'est-à-dire, tout se passe bien. Il n'y a pas de frottement, si vous voulez. Il n'y a pas de frottement du quotidien. Par exemple, pour venir ici, on est venu me chercher au restaurant, alors que je n'avais pas dit où j'étais. Quelqu'un m'a trouvé, ce qui devrait m'inquiéter d'ailleurs. Il y a peut-être une puce. Mais quelqu'un vient me chercher, poliment. Monsieur Klein, vous êtes attendu. Je vais vous accompagner. Je suis escorte-gueule. C'est incroyable. Alors qu'en France, ça serait, vous êtes en retard, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas lu votre feuille de route. Et donc voilà. Mais ça m'inspire aussi cette histoire que me racontait un ami. Il m'a dit, l'autre jour, je me suis réveillé et j'étais dans un endroit absolument incroyable, au bord d'une piscine. Et avant même que j'aie faim, on m'apportait des plats magnifiques. Dès que j'avais un désir, avant même que le désir devienne conscient dans ma tête, il était satisfait. Et j'ai compris que, au bout de quelque temps, j'ai compris que j'étais mort, quoi. Que j'étais au paradis. Et ça m'a beaucoup plu. Mais au bout d'une semaine, j'ai trouvé que c'est bien, mais on finit par s'emmerder, quoi. Et donc je suis allé voir le patron de la boutique, c'est-à-dire Saint-Pierre. Et j'ai dit à Saint-Pierre, est-ce que pour le week-end, je pourrais faire un petit séjour en enfer pour souffrir, avoir des désirs, avoir le sentiment d'exister vraiment. Et Saint-Pierre lui répond, mais vous croyez que vous êtes où ici? Comment imaginez-vous les années 2050? Alors, évidemment, quand on... 2050, c'est une période qui n'est pas configurée à l'avance, contrairement à ce qu'a été l'an 2000. Moi, je suis né en 1958, donc j'étais adolescent dans les années 70. Et je me souviens très bien que à cette époque-là, il y avait toutes sortes de magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, enfin, vous avez sans doute eu les mêmes en Suisse, qui parlaient de l'an 2000 constamment. On nous expliquait comment on allait voyager en l'an 2000, comment on allait se nourrir, comment on allait travailler, se divertir, etc. Et évidemment, beaucoup de choses sont révélées fausses, mais quand même, le fait que l'an 2000 soit dessiné à l'avance, ça permettait à chacun d'entre nous d'envisager une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et le futur qui nous était représenté. Et quand je dis représenté, c'est aux 2 sens du mot. C'était dessiné, c'est des bandes dessinées souvent, et c'était mis dans notre présent, présenté dans notre présent. Et je pense que psychologiquement, c'était très précieux. Et on a passé l'an 2000, et le futur n'est plus configuré à l'avance. Je veux dire, 2050, certains vous disent que c'est l'apocalypse, et que l'espèce humaine est menacée, d'autres rêvent au contraire d'une situation dans laquelle l'idée de progrès aura vécu une rédemption, etc. Et moi, je pense que ce qu'on a compris, c'est il va se passer des choses qui dépendent de nous. Voilà. On a compris qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Et donc la question est de savoir qu'est-ce que nous devons faire dès lors que des choses dépendent de nous et des choses ne dépendent pas de nous. Par exemple, le climat des 30 prochaines années, il est déterminé déjà par le fait que c'est ce qui s'est passé dans les dernières décennies qui va déterminer son évolution à court terme. Et donc, quoi qu'on fasse de bien, ça ne va pas changer la situation. Et si on se comporte bien, au sens où on réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça n'aura d'effet que par le fait que ça rendra la situation d'après moins grave que si on n'accomplissait pas ces efforts. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que
ça nous demande de faire des efforts dont nous ne serons pas récompensés. Contrairement à ce qu'on a pu vivre pendant le Covid. Pendant le Covid, je crois qu'en Suisse, ça a été à peu près la même chose qu'en France. On a été confinés plus ou moins sévèrement, mais en tout cas, on a été moins libre que d'ordinaire. Mais assez vite, on voyait les effets positifs du confinement. Diminution du nombre de malades, etc. Et donc, on se sacrifiait et on était récompensé de nos sacrifices. Et là, non. Même si on est vertueux, la récompense sera pour les générations d'après, et elle sera relative. Ce qu'on sait, c'est qu'au cours du XXIe siècle, les températures vont monter. Voilà. Quoi qu'on fasse, elles monteront plus ou moins, et les océans vont continuer à monter pendant des siècles, à cause des constantes thermiques de l'océan. Et donc je trouve ça intéressant. Voilà. Pour moi, c'est un test d'intelligence collective, et au CEA où je travaille, on fait pas mal de simulations, et il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bouleversements importants, notamment sur les glaciers. On les voit déjà. Quand on regarde le Mont Blanc vu d'ici, là, on voit à peu près de la neige, de la glace au-dessus de 2500 mètres. Parce qu'on voit dans nos modèles, c'est qu'en 2070, il n'y aura plus de glacier alpin quasiment. Donc voilà. Et puis, ce qui compte pour la vie humaine, c'est pas simplement la température, c'est aussi l'humidité de l'air. Ce qui fait qu'on se refroidit quand on fait un effort physique, par exemple, c'est la transpiration. Mais ce qui nous refroidit, c'est pas le fait de transpirer, c'est le fait que notre transpiration s'évapore. C'est l'évaporation de la transpiration qui est notre régulateur thermique. Mais si le taux d'humidité dans l'air est très élevé, notre transpiration, ne s'évapore plus. C'est pour ça que vous pouvez courir un marathon dans le désert marocain quand il fait 42 degrés, parce que l'air est sec. Mais si vous êtes en Indonésie à 30 degrés dans un air humide, vous ne pouvez pas courir le marathon. Donc il n'y a pas que la température qui compte, il y a aussi l'humidité. Et on sait qu'au-delà d'une certaine température, pour une humidité supérieure à un certain seuil, le refroidissement du corps devient impossible et les gens explosent, au sens où on ne peut pas vivre. Et quand on regarde, on a fait ça au CEA, on regarde toutes choses égales par ailleurs, en supposant que l'humanité n'a pas bougé, les gens vivent en 2070 comme ils vivent aujourd'hui, aux mêmes endroits. Et on regarde les endroits où la température et l'humidité dépassent les seuils où le refroidissement des corps n'est plus possible. On voit que ça concerne à peu près 1,3 milliard de personnes. Donc c'est l'Indonésie, c'est une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud. Et donc ces gens vont devoir bouger. Bouger ou mourir. D'accord ? Donc ça veut dire que il faut s'attendre à des déplacements, des migrations, etc. Et donc moi je dis pas que c'est une catastrophe, mais je dis que la vitesse avec laquelle ça change est tellement rapide qu'il n'est pas sûr qu'on ait attend l'intelligence des situations qui permettent de les gérer correctement. Donc 2050, c'est des chances plus proches que ce que je viens de dire, mais il y a beaucoup de phénomènes qui seront déjà visibles. Moi, je connais le massif du Mont Blanc depuis 35 ans, donc en 2 générations, j'ai vu comment ça a changé, quoi. Les glaciers, vous connaissez tout ça, les chutes de pierre. Le fait que l'isotherme zéro, parfois, est à 5000 mètres. La nuit, à 5000 mètres. À 5000 mètres, il fait 0 degré. Il y a tous les sommets alpins, qui sont en dessous, ont des températures positives. Donc la glace qui tient les roches ensemble, le permafrost, comme on l'appelle, fond. Et vous avez des chutes de pierre très, très impressionnantes. L'année dernière, j'ai fait la grande traversée des Grandes Jorasses avec un ami. On devait faire un film avec des drones sur le rapport au temps en haute montagne. Et en fait, lui, il est guide de haute montagne, il connaît parfaitement le coin, mais il a été surpris. C'est pendant la canicule de 2023, en juillet. Il a été surpris de la dégradation de la montagne. Et on a été pris dans des orages et des chutes de pierre épouvantables. Et on a fait un film.
Mais c'est un film sur la peur. On a eu peur, pas moi en tout cas. J'étais terrorisé pendant 3 jours, et 3 nuits, avec les chutes de pierre en permanence, dans des conditions que lui, qui est un habitué, n'avait pas vu venir, tellement la dégradation est rapide. Donc, pour moi, c'est pas un sujet d'angoisse, c'est plutôt un sujet c'est une situation intéressante, au sens où elle est inédite dans l'histoire, où l'humanité va devoir s'adapter en connaissance de cause. Car on sait ce qu'il en est, et la question est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien? Avec l'idée que, comme je l'ai dit, toute action n'aura pas d'effet à court terme. C'est pour ça que je suis contre l'expression urgence climatique. C'est pas une question d'urgence. D'ailleurs, les climatologues disent la même chose depuis 40 ans. Exactement la même chose. Mais on a développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. En disant la science c'est le doute, hein. Mais non. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, plus il y a de preuves que le changement climatique a lieu, plus les climato-sceptiques sont déchaînés. D'accord ? Plus on a de preuves que la Terre est ronde, plus il y a de platistes. Plus il y a de gens qui pensent que la Terre est plate. C'est quand même bizarre. Il n'y avait pas de platistes avant Internet. Enfin, je sais pas, ceux de ma génération qui sont dans la salle n'ont jamais entendu parler de l'hypothèse que la Terre serait plate dans leur enfance. Le platisme est une invention récente. Dans l'histoire de l'humanité, la période où il y a un maximum de gens qui pensent que la Terre est plate, c'est maintenant. Les Grecs savaient qu'elle est ronde, les Chinois de l'Antiquité savaient qu'elle est ronde. Pour autant qu'on a des textes du passé, les gens qui les ont écrits disent que la Terre est ronde. Il n'y a pas de texte platiste dans l'Antiquité. Mais sur Internet, vous trouvez... il paraît qu'en France, il y a 17%, de platistes. C'est beaucoup, 17%. Moi, j'en connais qu'un. 17%. C'est un de mes voisins. Alors, il est abreuvé de... Mais il y a des milliers d'arguments sur les sites platistes. Et personne n'est capable de réfuter tous les arguments. Donc, à chaque fois que je le croise dans la rue, il me tient la jambe. Je réponds. Parfois, je n'ai pas la bonne réponse. Il me raconte des canaux à Amsterdam. Bref. Mais ça fait des mois que je le connais. Mais récemment, c'était début du mois de juillet, je le croise. Et il me dit cette phrase qui m'a laissé penser qu'il fallait être optimiste et qu'on perd pas son temps en discutant avec des platistes. Que finalement, on arrive à distiller des arguments qui finissent par avoir un effet intellectuel sur leur pensée. Il m'a dit, Monsieur Klein, vous savez, des platistes, on en trouve tout autour du globe. Bonjour. Vous avez déjà expliqué la raison pour laquelle vous aviez 2 montres, mais ça peut encore intéresser. Alors, j'ai 2 montres parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, on me l'a offerte, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance parce qu'elle est pas suisse. C'est une montre, ah oui, elle est danoise. Alors que celle-ci, je l'aime pas beaucoup, mais elle est à l'heure. Voilà. Donc j'utilise celle-ci pour savoir de combien celle-ci ne marche pas. C'est ça. Oui. Que pensez-vous d'une théorie scientifique qui n'explique que 5% de la réalité? C'est la physique. C'est le modèle standard. Ouais. Je pense que c'est le modèle. Ouais. Pas de la réalité, 5% du contenu matériel de l'univers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ben ça veut dire qu'on est dans une période fascinante, parce que, en effet, faut mettre des si la théorie d'Einstein de la gravitation est la bonne théorie, alors la matière que nous connaissons constitue 5% ou quelques pourcents du contenu total. Le reste, c'est de la matière noire de nature inconnue et de l'énergie noire de nature inconnue. Donc, soit la théorie d'Einstein est juste, auquel cas il faut identifier les particules qui constituent la matière noire et l'énergie noire. Pour la matière noire, c'est le CERN qui travaille. Pour la matière noire, il y a le télescope Euclide qui a été lancé au mois de juillet, qui va nous aider à avoir des données. D'accord ? Soit la matière noire n'existe pas, l'énergie noire n'existe pas, et à ce moment-là, ils fondaient une nouvelle théorie de la gravitation. Et personne ne sait dire aujourd'hui si la solution de ce problème est de nature législative, il faut changer la loi,
ou de nature ontologique. Il faut trouver des choses dans l'univers qu'on n'a pas encore détectées. C'est quand même assez génial comme question. Et donc je pense que cette théorie, elle est mise à l'épreuve. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'elle soit fausse, ni dire qu'elle est vraie. Toute autre chose, vous avez cité hier sur le bateau de magnifiques anagrammes sur Jean-Luc Mélenchon. Non. Est-ce que vous pourriez les répéter? Mais à condition que vous ne me dénonciez pas. Je ne vous dénonce pas. Parce que là, c'est pas des anagrammes sur Jean-Luc Mélenchon, c'est des anagrammes sur la France Insoumise, qui est le parti qu'il Voilà, dirige. la France Insoumise. La France Insoumise. D'ailleurs, on peut s'amuser avec tous les noms des partis politiques français, parce que moi, je veux pas être accusé de sectarisme politique. Donc, on va commencer par le Front National, parti d'extrême droite, ça donne l'entonnoir fatal. Et la France Insoumise, le Parti Socialiste, ça donne capitaliste Rosy. Et comme ils ont la rose comme symbole, je trouve que ça leur va bien. Et la France Insoumise, alors là, c'est assez terrible parce qu'il y en a deux. En tout cas, j'en connais deux, peut-être qu'il y en a plus. La première, c'est l'infamie sans cœur. La France Insoumise, l'infamie sans cœur, c'est les mêmes lettres. Et l'autre, c'est un enfer, mais social.